Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comité international des pénalistes francophones. La présente collection se destine à la publication des travaux du Comité des pénalistes francophones. Elle comprend notamment les actes des congrès internationaux organisés par le comité. Comité de lecture. Kazumasa Kaike. Professeur à l'université Ryukoku de Kyoto, Japon. Vice-président du Comité des pénalistes francophones. Jean-Paul Serret. Maître de conférence à l'Université de Pau, France. Vice-président de l'Association française de droit pénal. Président du Comité des pénalistes francophones. Carlos Eduardo Japiaçu. Professeur Université d'État de Rio de Janeiro, Brésil. Président de l'Association brésilienne de droit pénal. Secrétaire général adjoint de l'Association internationale de droit pénal. Vice-président du Comité des pénalistes francophones. Leonid Golovko. Professeur à l'Université d'État de Moscou Lomonosov, Russie. Vice-président du Comité des pénalistes francophones. Kali Niang. Avocat au barreau de Paris. Président de l'Académie internationale des hautes études sur la sécurité, Dakar, Sénégal. Vice-président du Comité des pénalistes francophones. Les auteurs. Kazumasa Kaike, professeur à l'Université Ryukoku de Kyoto. Iñaki Esparza, professeur à l'Université du Pays Basque. François Fourment, professeur à l'Université de Nancy II. Margarida Garcia, professeur à l'Université d'Ottawa. Leonid Golovko, professeur à l'Université de Moscou. Anne Jacobs, professeur à l'Université de Liège. Carlos Eduardo Japiaçu, professeur à l'Université d'État de Rio de Janeiro, secrétaire général adjoint de l'Association internationale de droit pénal, président de l'Association brésilienne de droit pénal. Manon Jendly, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. André Kuhn, professeur aux universités de Neuchâtel et de Lausanne. Valérie Malaba, professeure à l'Université Montesquieu Bordeaux 4. Isabelle Mansuy, assistante à l'Université de Bologne. Sébastien Pellet, professeur à l'Université de Pau. Jean Pradel, professeur émérite de l'Université de Poitiers, président honoraire de l'Association française de droit pénal. Anas Talbi, professeur à l'Université de Marrakech. Julien Walter, maître de conférence à l'Université de Metz. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 717 9. EAN 9 782 296 547 179. Fabrication numérique, Acticia Services 2013. Avant-propos. La procédure pénale fait l'objet d'incessantes réformes depuis plusieurs années. Certaines ont pour finalité d'armer la justice pénale pour répondre aux défis posés par des formes mouvantes et particulières de délinquance. Depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le droit français comprend des règles de procédure spécifiques concernant la criminalité organisée, à l'image d'autres législations qui intègrent des dispositions dérogatoires au droit commun pour des infractions déterminées, terrorisme, politique, délinquance sexuelle, crimes contre l'humanité, etc. Cette loi s'inscrit dans une tendance sécuritaire de la procédure pénale dans le monde. Cette effervescence législative sur la procédure pénale s'est traduite plus récemment par d'autres retouches significatives, par exemple, loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, loi du 5 mars 2007 sur le renforcement de l'équilibre de la procédure pénale. Ces lois tendent à catégoriser la procédure pénale selon la nature de l'infraction commise ou le profil du délinquant, à l'aune de normes dérogatoires désormais applicables aux récidivistes.
Alors que des réformes ont conduit à la disparition du juge d'instruction dans plusieurs pays, et que celle-ci a été envisagée en France, cet ouvrage permet d'embrasser les droits et pratiques en vigueur au travers d'une identification des domaines de prédilection des procédures pénales d'exception et d'un examen des procédures spécifiques applicables lors des différentes phases du procès pénal au sens large: enquête, instruction, jugement, exécution des peines. Cette approche comparative est complétée par une étude du droit supranational au travers notamment de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que du droit pénal international. Cet ouvrage est le fruit du congrès constitutif du Comité des pénalistes francophones, placé sous l'égide de l'Association internationale de droit pénal, qui s'est déroulé à Pau en 2010. Le Comité des pénalistes francophones organisera désormais tous les 2 ans une conférence internationale dans diverses régions du monde. Jean-Paul Serret, président du Comité des pénalistes francophones. Quelle procédure pénale d'exception pour quelle infraction dans les droits nationaux? Carlos Eduardo Japiaçuan, professeur à l'Université d'État de Rio de Janeiro. Secrétaire général adjoint de l'Association internationale de droit pénal, AIDP. Président du groupe brésilien de l'AIDP. Conseilleur du Conseil national de politique criminelle et pénitentiaire, ministère de la Justice, Brésil. 1. Introduction. Le sujet de cette conférence en général et de mon intervention en particulier: quelle procédure pénale d'exception pour quelles infractions dans les droits nationaux, est très proche du sujet de la section 3 du 18e Congrès international de droit pénal organisé par l'Association internationale de droit pénal et célébré en septembre 2009 à Istanbul, Turquie. Dans ce cadre, il faut présenter quelques points déjà discutés lors des activités de l'AIDP, à partir du colloque préparatoire de Pula en Croatie et du Congrès d'Istanbul. J'imagine qu'un panorama à partir des activités de l'AIDP peut être utile pour les discussions qui auront lieu à Pau, aujourd'hui et demain. En considérant que les activités au sein de l'AIDP et de son congrès sont beaucoup plus larges, cet article se concentrera sur les questions relatives aux réformes récentes en matière de procédure pénale pendant cette dernière décennie. Dans ce cadre, premièrement, je présenterai le travail de l'AIDP. Après, je toucherai aux réformes législatives et à la fin, je mentionnerai les caractéristiques et les conséquences de façon très générale, mais peut-être qui pourront apporter quelques informations utiles pour cette conférence. 2. Les travaux de l'AIDP. L'Association internationale de droit pénal est une organisation scientifique majeure en matière pénale dans le monde. Elle a été fondée en 1889, en tant qu'Union internationale de droit pénal. Elle est devenue en 1924, à Paris, l'AIDP. Depuis 1926, elle organise son congrès international de droit pénal, qui a lieu tous les 5 ans dans différentes villes dans le monde: Rio de Janeiro, Budapest, Pékin et Istanbul pour ne mentionner que les 4 dernières. Tous les congrès de l'AIDP sont dédiés à l'étude des 4 sujets majeurs. Droit pénal général, section 1. Droit pénal spécial, section 2. Droit de la procédure pénale, section 3 et droit pénal international, section 4. L'objectif du 18e congrès de l'AIDP a été d'étudier les principales transformations du système de justice pénale en réponse à la globalisation. En fait, les 4 sections du congrès ont étudié les transformations plus importantes dans ces domaines. Précisément, le sujet choisi en matière de procédure pénale a été « Mesures de procédure spéciale et respect des droits de l'homme ». Le professeur John Verwael, de l'Université d'Utrecht et vice-président scientifique de l'AIDP, était le rapporteur général. Le rapport général pour la section 3 reposait sur 17 rapports nationaux. Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Colombie, Croatie, Espagne, États-Unis, Finlande, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni et Turquie. 2 autres rapports spécifiques ont été présentés, concernant l'investigation judiciaire et le rassemblement de preuves dans un contexte numérique et online et d'autre part sur la présomption d'innocence. S'il est vrai que tous les continents n'étaient pas représentés, suffisamment de pays l'étaient, permettant d'avoir une vision générale de la situation internationale en matière de réforme de la procédure pénale.
Il faut dire que ce n'était pas la première fois que l'AIDP a discuté une question relative à la protection des droits fondamentaux en matière de procédure pénale, surtout si on considère les mesures d'exception. Par exemple, on peut mentionner le remarquable rapport général du professeur Jean Pradel, élaboré pour le 16e Congrès international de l'AIDP qui s'est tenu à Budapest du 5 au 11 septembre 1999, sur les systèmes pénaux à l'épreuve du crime organisé. Le défi, aujourd'hui, est d'identifier s'il existe des caractéristiques remarquables et nouvelles dans les réformes récentes, parce que les relations parfois difficiles entre droit individuel et sécurité, qui sont à la base de la discussion sur les mesures d'exception, sont fréquentes dans l'histoire de l'humanité et l'histoire du droit pénal en particulier. En considérant que le travail au sein de l'AIDP était plus large, j'ai décidé d'aborder un aspect plus spécifique, plus indiqué pour cet exposé. Ainsi, je me limiterai à présenter le cadre de la réforme du droit et les mesures d'exception. L'idée de cet article est de résumer le travail et en particulier, le rapport général de la section 1 du dernier congrès de l'AIDP 2. 3. Le cadre de la réforme du droit, les mesures spéciales et le respect des droits de l'homme. Le système de justice pénale et la procédure pénale reflètent l'équilibre entre la justice effective en matière pénale, la protection du procès équitable et de la justice loyale en tant que règle de droit et la garantie de la séparation des pouvoirs. Au cours des dernières décennies, des changements de grande ampleur sont survenus, ébranlant substantiellement le système de justice pénale. En particulier, 3 paradigmes, celui de la guerre contre la drogue, la guerre contre le crime organisé et la guerre contre le terrorisme 3, ont largement affecté l'équilibre mentionné ainsi que les objectifs, la nature et les instruments du système judiciaire pénal et sa procédure 4. Le 3e paradigme, celui de la guerre contre le terrorisme, est certainement plus ancien que les attaques terroristes du 11 septembre, de Madrid et de Londres. Toutefois, ces derniers événements ont eu un impact très important, bien que variant entre les pays 5, sur les réformes de la justice criminelle 6. S'il est vrai que des pays tels l'Espagne, l'Italie et la Colombie avaient déjà une législation et des pratiques antiterroristes, dans la majorité des pays, ce paradigme a entraîné une longue liste de réformes de la justice pénale. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les pays, quand je dis les pays, je fais référence à tous les pays qui ont envoyé un rapport au dernier congrès de l'AIDP. Il existe en ce moment un projet de code de procédure pénale en Croatie qui propose de passer d'une enquête judiciaire par le juge d'instruction à une enquête préliminaire avec des juges des libertés avant jugement. La Belgique et les Pays-Bas ont également connu des réformes significatives, s'agissant du droit pénal substantif, avec une augmentation du nombre d'infractions, du droit pénal procédural, avec l'introduction de techniques spéciales d'investigation et d'enquête proactive 7, de la législation sur la sécurité et sur les techniques de renseignement, incluant les techniques spéciales de surveillance, et la mise en place d'un centre spécial pour l'échange de données ayant trait au terrorisme et la sécurité. En outre, les fonctionnaires des agences administratives font de plus en plus fonction d'agents de police judiciaire, et on constate une augmentation du nombre d'enquêtes administratives ainsi que des sanctions pour perturbation de l'ordre public. Dans d'autres pays, ces réformes vont de pair avec une constitutionnalisation croissante de ce domaine, comme en Allemagne, où la Cour constitutionnelle joue un rôle décisif dans la protection de l'état de droit lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme. Même des différences existent, certaines caractéristiques et conclusions communes peuvent être déduites des rapports nationaux. 3.1. Tous les pays ont procédé à des changements substantiels dans leur système de procédure pénale, et ont également introduit des procédures spéciales pour les crimes graves, particulièrement le crime organisé et le terrorisme. Tous les pays, sans exception, ont procédé à des réformes de ce genre. Cela dit, tous essaient également de maintenir l'équilibre entre la justice effective dans les affaires criminelles et la sécurité nationale 8, d'une part, et la protection du procès équitable et de la justice loyale en tant que règle de droit, d'autre part 9. Aujourd'hui, presque tous les pays ont introduit des techniques spéciales d'enquête dans leur système de procédure pénale, telles que la mise sur écoute, l'infiltration ou encore l'observation. Certains pays ont également introduit des mesures spéciales pour les collaborateurs de justice, par exemple que les Italiens appellent les pentiti 10,
ou des statuts spéciaux relatifs aux témoins anonymes pour les agents infiltrés ou les informateurs. D'autres pays ont introduit des nouvelles procédures d'enquête judiciaire proactive ou préventive. Ainsi, au vu de l'intensité des réformes, le cadre légal de la procédure pénale reflète, pour utiliser les mots de John Vervael, plus l'image d'un site en construction ou un patchwork qu'une codification consistante. 3.2. Tous les pays ont réformé leur procédure pénale dans le respect des règles constitutionnelles et des droits de l'homme. Aucune réforme extra-constitutionnelle ou extra-légem d'urgence n'existe ou n'a été constatée. 3.3. Presque tous les pays ont réformé leur procédure pénale sans utiliser les clauses d'urgence, état d'urgence, prévues dans leur constitution ou dans les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les seules exceptions sont la Colombie 11, qui a utilisé fréquemment l'état d'urgence prévu dans sa constitution, et les États-Unis depuis les événements du 11 septembre. 3.4. La majorité des pays ont inséré dans leur procédure pénale ordinaire des mesures procédurales spéciales concernant le crime organisé et le terrorisme. Ces mesures spéciales sont intégrées, bien qu'elles suivent des trajectoires distinctes de procédure pénale pour les infractions graves, incluant les paradigmes du trafic de drogue, du crime organisé et du terrorisme. On constate dans tous ces pays un net élargissement de la compétence rationnée matérielle des mesures spéciales. Le champ d'application des mesures spéciales, bien qu'originellement réservé à une gamme étroite d'infractions liées à la criminalité organisée et ou au terrorisme, a été élargi pour y inclure désormais la plupart des infractions qualifiées d'infractions graves. Ainsi, par exemple, l'Italie, dans les années 1970, a introduit une loi pénale spéciale pour lutter contre la mafia 12. Cette législation a été ensuite élargie dans les années 1990 au crime organisé, et après le 11 septembre, elle fut encore amendée pour inclure cette fois le terrorisme international. Dans la majorité des pays, en ce qui concerne les infractions graves, les procédures spéciales ne font plus office d'exception, normalisation de l'exception. De cette manière, les mesures exceptionnelles temporaires mises en place en Grande-Bretagne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont toujours en vigueur, et ce depuis presque 30 ans. Elles sont même devenues la norme dans la dernière décennie. On constate donc une séparation dans le système de justice pénale entre, d'une part, un régime de procédure pénale mis en place pour les infractions graves, et d'autre part, un régime de procédure pénale pour les infractions dites moins graves. La procédure pénale, dans ce cadre, n'est donc plus organisée uniquement en rapport avec la partie générale du droit pénal. Son usage s'étend également à la partie spéciale de la législation pénale. Certains pays, comme les Pays-Bas, ont également rapporté des changements dans les pouvoirs de sanction, non seulement des juges mais aussi des procureurs et des autorités chargées de l'enquête pour les infractions dites mineures. Des procédures pénales spéciales ont été mises en place en dehors du système procédural classique dans 2 pays, Colombie et États-Unis. En Colombie, un système de justice pénale à 3 voies existe. Une justice pénale ordinaire, une justice pénale pour les ennemis de l'État via sa législation d'urgence, principalement contre les guérillas, et une justice pénale pour ceux qui entrent dans le régime tolérant du système paix et justice, surtout les forces paramilitaires. Aux États-Unis, il existe depuis le 11 septembre un régime à double trajectoire qui fait la distinction entre les criminels et les ennemis combattants 13. En effet, les événements du 11 septembre ont dramatiquement altéré l'approche traditionnelle des actes liés au terrorisme en changeant le paradigme d'un système de justice pénale ordinaire, non pas en un modèle de justice militaire, mais en un modèle extraordinaire basé sur les intérêts de la sécurité nationale. Le modèle le plus connu est sans doute le USA Patriot Act de 2001, qui reflète la législation pénale d'urgence, offrant une trajectoire différente pour l'enquête, la poursuite et le jugement. Aux États-Unis aujourd'hui, ni le système de justice pénale ordinaire, ni le système de justice militaire ne sont considérés comme étant à même de traiter le terrorisme 14. Une troisième voie a dû être élaborée, en dehors des droits et garanties procédurales classiques des systèmes pénaux ordinaires et militaires 15. 3.5. Les 2 paradigmes dominants de la guerre contre le crime organisé et de la guerre contre le terrorisme ont changé les objectifs principaux du système de justice pénale et cela me semble très important. 16. On est passé d'un système réactif,
ayant pour but de punir les crimes et de réhabiliter leurs auteurs. 17. À un système proactif et préventif d'ordre public, excluant les individus potentiellement dangereux. 3.6. Cette transition a été davantage renforcée par l'évolution des technologies, dans un contexte désormais online et digital. Les anciennes techniques de l'enquête judiciaire telles que la recherche et la saisie ont été remplacées par d'autres techniques plus intrusives dans la sphère de la vie privée. 3.7. Cependant, il existe dans la majorité des pays des procédures garantissant le respect des règles constitutionnelles de procédure pénale. 18, non seulement dans leur législation, règles de droit, principe du procès équitable, mais également en pratique, grâce à la jurisprudence des juridictions supérieures et des tribunaux supranationaux chargés de faire respecter les droits de l'homme. En effet, les procédures pénales spéciales traitant des paradigmes du crime organisé et du contre-terrorisme. 19 sont contrôlées par les juridictions supérieures, les cours constitutionnelles et les juridictions supranationales des droits de l'homme. Il existe encore certaines conséquences plus spécifiques qu'il faut ajouter dans le cadre de la réforme du droit et des mesures d'exception. 4. Redéfinition des autorités en charge de l'enquête pénale. Premièrement, ce sont les autorités judiciaires, juges d'instruction ou juges du principal, qui conduisent l'enquête pénale et qui autorisent et ou exécutent les mesures coercitives. Cependant, un changement dans la conduite de l'enquête judiciaire a été constaté dans beaucoup de pays, transférant les pouvoirs au ministère public et aux services de police. Ainsi, il convient de constater une espèce de transfert aux branches exécutives ou semi-exécutives de l'État des pouvoirs traditionnellement détenus par les autorités judiciaires. 20. Deuxièmement, ce transfert ne s'opère pas seulement entre les acteurs classiques du système de justice pénale. En effet, les autorités administratives en charge de l'exécution de la loi jouent un rôle croissant dans le domaine de la lutte contre les infractions graves. La communauté du renseignement a vu ses pouvoirs s'étendre, les unités de police spécialisées traitant désormais avec les officiers de police du renseignement et les agences de sécurité. Ces derniers sont les avant-gardes des enquêtes d'investigation et d'information. Certains pays ont également reconnu certaines compétences coercitives et ou judiciaires. Enfin, les autorités classiques en charge de l'exécution de la loi ont également été converties en agences du renseignement et ont donc changé leur culture opérationnelle et leur attitude. 21. Troisièmement, de nombreux pays ont rapporté avoir recours à des fournisseurs de services privés, télécoms, business operators, fournisseurs de services financiers, et certaines autres professions jouissant d'un accès privilégié à certaines informations, avocats, journalistes, pour conserver des données et être le bras long de la communauté d'exécution de la loi. En conséquence, les garanties et privilèges journalistiques et légaux ne constituent désormais plus des abris sûrs. Quatrièmement, une approche multi-agence coordonnée, formelle et informelle, est clairement à l'œuvre dans les pays, par exemple via la création de centres d'expertise communes et de partage de banques de données. La communauté d'exécution de la loi ainsi que celle du renseignement participent toutes deux à cette nouvelle approche coordonnée. Cinquièmement, une juridiction unique pour l'enquête et ou pour le jugement gagne du poids dans plusieurs pays. 5. Redéfinition des compétences et des techniques. Tout d'abord, les rapports nationaux semblent indiquer que les trois paradigmes ont ouvert la voie à de nouvelles techniques spéciales d'enquête, telles que la mise sur écoute, l'infiltration ou l'observation, ne pouvant être utilisées que dans les cas d'infractions graves. Par conséquent, il existe dorénavant un filet de mesures coercitives ciblant les infractions graves et moins graves, mais aussi un filet à usage unique ne visant que certaines infractions graves. Ensuite, dans la majorité des pays, les mesures classiques mises en place pour protéger les éléments de preuve ainsi que celles visant la confiscation des biens dangereux et des produits du crime sont devenues un domaine autonome des mesures de sécurité visant les biens et les personnes, saisie et confiscation, ordre de détention, ordre de sécurité, etc. Parallèlement, les enquêtes sur les flux financiers du trafic de drogue, du crime organisé, financement, blanchissement d'argent et du terrorisme financement sont passées d'un régime d'enquête classique permettant le rassemblement des éléments de preuve à un régime d'enquête financière autonome,
permettant la saisie ou la confiscation des produits du crime et ou la surveillance et l'enquête financière sur le financement des infractions graves. 6. Redéfinition des garanties procédurales, des règles constitutionnelles et de celles en matière de droits de l'homme. Dans beaucoup de pays, le législateur considère qu'un certain nombre de garanties procédurales constituent des obstacles à la prévention, l'enquête et la poursuite des infractions graves. L'utilisation de certains instruments de justice pénale, saisie, détention policière, a été dès lors soumise à un régime différent pour les infractions graves de celui existant pour les infractions moins graves. De même, les conditions d'approbation par les autorités judiciaires, mandat, pour certaines mesures coercitives ont été diminuées ou n'existent plus. Le rôle de la défense ainsi que du juge de la légalité procédurale est entravé par la mise en place de ce nouveau régime de procédure pénale pour les infractions graves. Cela signifie, en pratique, que la police et les enquêteurs jouissent d'une plus grande autonomie et font face à moins de contrôle du pouvoir judiciaire concernant leur travail d'enquête. Il s'agit donc d'un double usage des mesures coercitives existantes avec, d'une part, moins de garanties et d'autre part, davantage de garanties. Beaucoup de rapporteurs nationaux ont indiqué que le rapport entre le caractère intrusif de la mesure et le contrôle judiciaire a changé. Ainsi, les mesures les plus intrusives font face à un moindre contrôle judiciaire et à moins de garanties procédurales. Cependant, dans certains pays, ce constat contrebalancé par des garanties procédures spéciales. De plus, en rabaissant les seuils de déclenchement des enquêtes pénales ou des mesures coercitives, passant de la suspicion raisonnable et du doute sérieux à l'indice simple, au renversement de la charge de la preuve et la présomption simple de culpabilité, la garantie de présomption d'innocence est ébranlée et remplacée par des mesures objectives de sécurité. Cela a bien sûr des conséquences directes pour l'habeas corpus, habeas data, les droits du procès équitable, la redéfinition des règles de preuve, etc. Ensuite, les rapporteurs nationaux ont indiqué que, dans le cadre du régime de criminalisation du financement du terrorisme et du support matériel au terrorisme, les avocats de la défense pénale sont mis sous pression. Leur privilège légal est remis en question et certaines de leurs activités de défense sont considérées comme un support matériel à des organisations terroristes. Enfin, dans beaucoup de pays, il est nécessaire de protéger le fonctionnement du système de justice pénale ainsi que ses participants. Le régime de protection des témoins a été converti en un régime de protection des témoins anonymes, incluant les autorités policières et les agences de renseignement impliquées dans des opérations ex parte, des méthodes de rassemblement de preuves secrètes, et l'utilisation de preuves secrètes tant lors de la phase avant jugement que durant le jugement lui-même. 7. Conséquences pour la dimension constitutionnelle du système de justice pénale. Les réformes mises en œuvre témoignent clairement d'une expansion de l'État punitif aux dépens de l'État de droit. L'attention mise sur la sécurité publique et sur l'enquête coercitive et préventive ébranle de façon claire le système de justice pénale et l'équilibre entre l'État et l'individu. Les formes administratives et préventives de la justice punitive ou rétributive sont étendues. Il en résulte un déséquilibre entre les trois pouvoirs, penchant en faveur du pouvoir exécutif. 8. Conséquences pour les objectifs du système de justice pénale. Le passage d'un système réactif de répression des crimes à un système proactif de prévention des crimes a eu des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la distinction entre l'enquête policière et l'enquête judiciaire. La communauté du renseignement devient un acteur clé dans la mise en exécution des mesures coercitives proactives pour les infractions graves. Le droit pénal préventif ne concerne ni les suspects ni la suspicion, mais le rassemblement de preuves ainsi que les procédures d'exclusion des personnes potentiellement dangereuses. 9. Remarque conclusive. Comme je l'avais indiqué au début, mon idée comme première conférence était de présenter une partie petite des débats qui ont eu lieu au sein de l'AIDP. Il faut dire que cette section était la plus difficile du dernier congrès, où il n'y avait pas de consensus facile. Concilier la justice effective dans les affaires criminelles, la protection du procès équitable et de la justice loyale en tant que règle de droit, et la garantie de la séparation des pouvoirs n'était pas simple. Au contraire, c'est un sujet toujours très délicat.
Dans ce cadre, il faut réfléchir pour savoir si le système de justice pénale est ou non de plus en plus utilisé comme un instrument régulant le présent et le futur et non la répression des comportements du passé. Comme l'a indiqué John Vervael, la procédure pénale devient de plus en plus une procédure dans laquelle les investigations préliminaires ne concernent plus la recherche de la vérité à propos du crime commis, mais la construction et la déconstruction de la dangerosité sociale. Si cette affirmation est exacte, il faut se demander si les mesures d'exception sont vraiment désirables ou non. Quelle procédure d'exception pour quelles infractions, devant les juridictions internationales? Valérie Malaba, professeure à l'Université Montesquieu Bordeaux 4. La formulation de cet intitulé peut de prime abord laisser perplexe le chercheur, qui commence en réalité par se poser la question de savoir si on peut véritablement parler de procédure d'exception devant les juridictions pénales internationales. Ces juridictions sont certes sans aucun doute exceptionnelles en ce qu'elles disposent tout d'abord d'un pouvoir juridictionnel en matière pénale, qui ne repose pas sur la souveraineté d'un État. Elles sont également exceptionnelles ensuite, en ce qu'elles sont finalement peu nombreuses. Si l'on écarte les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo instaurés après la Seconde Guerre mondiale, et qui appartiennent à l'histoire 22, ainsi que les juridictions internationales mixtes dont le caractère international est limité 23, seules 3 juridictions peuvent sans contestation recevoir aujourd'hui la qualification de juridiction pénale internationale. Les 2 tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ainsi que la Cour pénale internationale. Ces 3 juridictions sont exceptionnelles enfin et peut-être surtout parce qu'elles ont été créées pour juger d'infractions également exceptionnelles, les infractions internationales par nature selon l'expression du professeur Lombois 24, c'est-à-dire celles qui, par leur gravité, portent atteinte à la communauté internationale dans son ensemble et motivent d'ailleurs la création même de ces juridictions. Si l'on peut donc relever l'existence de juridictions exceptionnelles pour juger d'infractions exceptionnelles, peut-on pour autant parler de procédure d'exception devant ces juridictions internationales? Techniquement, l'expression n'est sans doute pas adaptée puisque ces juridictions appliquent une procédure qui leur est propre et ne sont pas liées par les règles procédurales internes. Il est donc difficile de relever pour ces juridictions internationales une quelconque opposition entre procédure de droit commun et procédure d'exception. Pour autant, le sujet a bien évidemment un objet et mérite de retenir l'attention. Il est en effet tout d'abord possible de considérer que la procédure devant les juridictions internationales est une procédure d'exception par rapport à celle qui serait suivie devant une juridiction nationale, ce qui est d'autant plus acceptable que les règles procédurales des juridictions répressives internationales sont généralement issues d'un compromis entre des traditions juridiques différentes. Il est ensuite permis de se demander si la comparaison entre les procédures suivies devant les différentes juridictions pénales internationales n'est pas à même également de révéler cette opposition entre procédure de droit commun et procédure d'exception. Parce que les juridictions pénales internationales n'ont pas en effet les mêmes sources juridiques, leurs procédures comportent des disparités assez notables ne serait-ce que parce qu'elles ne peuvent pas s'appuyer sur la force étatique, et doivent obtenir la coopération des États pour pouvoir fonctionner. Or, les prérogatives qui leur sont accordées sur ces États varient selon leur mode de création 25 et leurs compétences 26. Il y a donc sans aucun doute une spécificité de la procédure suivie devant les juridictions pénales internationales, et cette situation spécifique des juridictions internationales n'est d'ailleurs pas sans soulever certaines interrogations. L'une des premières questions qui vient à l'esprit est ainsi de savoir si la compétence matérielle limitée et exceptionnelle de ces juridictions permet d'envisager certains aménagements procéduraux, notamment sur la question de la preuve voire des droits des parties. Autrement dit, la gravité des infractions en cause ou le nombre de victimes peuvent-ils justifier certains aménagements procéduraux? Par ailleurs, la nature internationale de ces juridictions ne doit-elle pas conduire à des solutions procédurales originales pour mieux coordonner leur action avec les différentes autorités nationales? Si la réponse à cette deuxième question ne peut être que positive s'agissant d'assurer l'efficacité des juridictions répressives internationales,
La première question doit être envisagée avec davantage de prudence tant il paraît difficile d'admettre que la nature exceptionnelle des infractions en cause justifie un abaissement du seuil de protection des justiciables. L'étude de la spécificité de l'organisation procédurale des juridictions pénales internationales précédera donc celle de la spécificité de la situation des protagonistes du procès international. 2. 1. Spécificité de l'organisation procédurale des juridictions pénales internationales. La spécificité des juridictions pénales internationales tient évidemment à cette dimension internationale qui transparaît à travers leur organisation procédurale, et plus particulièrement dans le fait que la procédure qu'elles mettent en œuvre peut paraître comme un compromis entre les différents grands systèmes juridiques, mais leur spécificité se lie également à travers les relations qu'elles sont obligées de tisser avec les autorités nationales pour pouvoir fonctionner. 2. La nature mixte du procès devant les juridictions pénales internationales. La procédure pénale suivie devant les juridictions pénales internationales apparaît principalement comme une procédure de compromis entre les deux modèles accusatoire et inquisitoire, notamment en ce qui concerne la Cour pénale internationale sans clout en raison même de son mode de création. La grande influence de la procédure accusatoire se manifeste ainsi de plusieurs façons. Tout d'abord, devant les TPI, le procès ne peut commencer que si l'accusé est physiquement présent. De plus, l'accusé doit lors de sa première comparution devant un TPI, dire s'il plaide coupable ou non coupable. 27. Cette règle, propre au système des pays de common law, permet de prévoir une procédure accélérée lorsque l'accusé plaide coupable, parce qu'il n'est plus alors discuté des faits et de leur imputation à l'accusé, mais seulement des éventuelles circonstances atténuantes et de la fixation de la peine. Si l'accusé plaide non coupable, le procès doit alors porter sur l'établissement de la culpabilité de l'accusé. Enfin, l'importance de la preuve testimoniale propre au système accusatoire implique l'obligation de mettre en place une protection des témoins. Si les marques du système accusatoire sont donc notables, d'importantes nuances sont cependant apportées à la nature accusatoire du procès pénal international. Sur le terrain de la preuve en premier lieu, le juge n'a en effet pas à se contenter des preuves qui lui sont rapportées mais il peut jouer un rôle actif. Ainsi, devant le TPIR, les chambres peuvent ordonner que lui soient fournies des preuves supplémentaires et adéquates. 28. Le statut de la CPI précise par ailleurs que le procureur doit instruire à charge et à décharge. 29. Ce qui révèle bien que le procès international ne peut pas alors être réduit à une simple opposition entre la partie poursuivante et la personne poursuivie. De même, le juge de la CPI s'est vu reconnaître un rôle actif dans la défense des droits et pour la sauvegarde des preuves. 30. Cette adaptation du système accusatoire pour assurer une meilleure défense des droits fondamentaux est d'ailleurs intéressante, alors que ce système est souvent présenté comme celui qui est le plus protecteur des droits des justiciables. De même, si le témoignage a une place prépondérante dans les éléments de preuve, toute preuve documentaire est également admissible devant les TPI qui reconnaissent le principe de liberté de la preuve. Les chambres des TPI ne sont ainsi pas liées par les règles de droit interne d'admissibilité des modes de preuve. 31. C'est en second lieu la reconnaissance d'une place officielle à la victime ou à son représentant dans le procès devant la Cour pénale internationale. 32. Qui révèle que sa procédure, loin d'être purement accusatoire, a trouvé un équilibre dans un système mixte. Mais la particularité de la procédure pénale devant les juridictions pénales internationales s'exprime davantage encore dans la nécessité qui leur est faite de solliciter la coopération des autorités nationales pour pouvoir fonctionner. B. La nécessité d'obtenir la coopération des autorités étatiques. Les juridictions internationales, quelles qu'elles soient, doivent compter sur la coopération des autorités nationales, notamment pour pouvoir diligenter une enquête. Il s'agit donc d'une spécificité de ces juridictions liée à leur nature internationale, et qui se traduit procéduralement mais selon des modalités différentes selon que le procès international est mené devant un TPI ou la CPI. Ces actes d'enquête relèvent bien évidemment dans tous les cas du pouvoir du procureur qui peut ainsi convoquer et interroger les personnes faisant l'objet d'une enquête, entendre les victimes et les témoins, ou encore recueillir les éléments de preuve.
Pour faciliter son enquête, le procureur peut demander à l'organe juridictionnel du TPI ou de la CPI de prendre les ordonnances utiles 33. Il ne s'agit toutefois pas de faire ici la liste des actes d'enquête qui peuvent être accomplis dans une procédure internationale, mais bien plutôt de souligner deux traits caractéristiques des mesures d'enquête devant les juridictions pénales internationales. Le premier trait caractéristique permet de les distinguer des juridictions nationales, le procureur des TPI ou de la CPI ayant généralement besoin de la coopération des États pour réaliser les actes d'enquête projetés. Le second point permet de distinguer la procédure d'enquête entre les deux types de juridictions pénales internationales. La mesure des pouvoirs d'enquête du procureur permet en effet de mettre en évidence que les pouvoirs du procureur des TPI sont bien plus étendus, tandis que ceux du procureur de la CPI, plus respectueux de la souveraineté étatique et du rôle de l'autorité judiciaire, sont plus limités. De ce point de vue, les TPI pourraient bien paraître comme des juridictions pénales internationales, dotées de prérogatives exceptionnelles. Le procureur des TPI peut ainsi prendre, sur le territoire d'un État, des actes d'enquête sans contrôle juridictionnel 34, mais aussi sans l'autorisation préalable de l'État en question 35. En cas d'urgence, le procureur peut même requérir directement l'État concerné de procéder à l'arrestation et au placement en garde à vue des personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'accusés, et de saisir tous éléments de preuve matérielle, 36. Les États doivent alors s'exécuter sans délai 37, ce qui révèle la primauté de l'action des TPI sur les actions judiciaires nationales mais aussi le pouvoir de contrainte, au moins théorique, du procureur des TPI sur les autorités nationales. Les pouvoirs du procureur de la CPI sont moins importants et moins attentatoires aux souverainetés nationales. Le statut de la CPI ne lui confiant en effet aucun pouvoir de contrainte, les mesures d'enquête qui doivent être accomplies sur le territoire d'un État doivent donc faire l'objet d'une demande adressée par la Cour à l'État en question par la voie diplomatique 38. Cette absence de pouvoir de contrainte se comprend encore une fois compte tenu de la nature conventionnelle de la CPI, de l'étendue de sa compétence et de son caractère complémentaire mais risque fort de limiter les possibilités concrètes d'enquête du procureur. La seule possibilité d'action sans le consentement de l'État concerné qui lui est reconnu, vise en effet l'hypothèse dans laquelle cet État serait dans l'incapacité de donner suite à une demande de coopération 39, et doit de plus donner lieu à une autorisation de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire de la chambre compétente de la CPI. Si l'exécution des mesures d'enquête diligentées par le procureur de la CPI semble ainsi soumise au bon vouloir des États, tandis que le procureur des TPI est doté d'un pouvoir d'action directe sur le territoire des États, il reste malgré tout difficile à envisager dans les deux cas que le procureur puisse obtenir par la force une preuve de la part d'un État. L'affaire Blaskić soumise au TPI illustre notamment ces difficultés, la Croatie ayant refusé d'obtempérer à l'injonction émise par le tribunal de produire certains documents relatifs à cette affaire 40. Le caractère exceptionnel de l'organisation procédurale des juridictions pénales internationales tient donc principalement à ce qu'elles doivent s'appuyer sur les autorités étatiques pour pouvoir diligenter leur enquête. Dans cette spécificité, les TPI paraissent dans une situation plus exceptionnelle encore en ce que leur mode de création spécifique a permis de leur octroyer la possibilité, au moins théorique, d'imposer leur volonté aux États. Plus respectueuse de la souveraineté des États, la CPI l'est également des droits des individus dans le procès, sa création conventionnelle n'ayant pas permis de faire l'impasse sur ces droits. La situation des parties privées au procès pénal n'en paraît pourtant pas moins spécifique, devant les juridictions pénales internationales. 2. Spécificité de la situation des parties. La nature internationale des juridictions place les protagonistes du procès dans une situation spécifique, qu'il s'agisse de la personne mise en cause, parce que la question de ses droits est évidemment cruciale compte tenu de la gravité des infractions qui peuvent lui être reprochées, ou de la victime, parce qu'une place ne lui a été reconnue que tardivement devant les juridictions pénales internationales, b. La situation du mis en cause. Le statut de la CPI présente un important progrès en ce qui concerne la prise en compte des droits de la personne mise en cause.
Le statut des TPI ne prévoit en effet aucun droit d'accès de la défense aux preuves recueillies au stade de l'enquête, puisque ces droits n'interviennent qu'après la mise en accusation formelle. Si l'article 18.3 du statut du TPI y dispose ainsi que tout suspect interrogé a le droit d'être assisté d'un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer d'office un défenseur sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer et de bénéficier, si nécessaire, de services de traduction dans une langue qu'il parle et comprend et à partir de cette langue. L'article 21 du statut ne reconnaît le droit à l'information sur les chefs d'accusation et d'autres droits de la défense à la personne contre laquelle une accusation est portée. Le statut de la CPI offre en revanche une protection plus large comportant plusieurs degrés selon la personne visée. Dès qu'une enquête a été ouverte, toute personne concernée doit ainsi disposer de droits fondamentaux qui sont le droit de ne pas s'auto-accuser, le droit de ne pas être soumis à la contrainte, à la menace ou à la torture ni à aucune forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant ainsi que du droit de bénéficier d'un interprète 41. Si l'on trouve une certaine homogénéité des droits garantis par les TPI et la CPI pour la personne suspectée qui doit faire l'objet d'un interrogatoire 42, une différence de protection des droits de la personne soupçonnée entre statut des TPI et statut de la CPI réapparaît de manière significative en ce qui concerne par exemple l'accès aux éléments de preuve au stade de l'enquête. Devant les TPI, la défense n'a en effet aucun droit avant la mise en accusation formelle. Cette situation n'est guère satisfaisante puisque la défense se trouve alors défavorisée, en ne pouvant constituer son dossier que bien tardivement, et alors que le procureur a récolté suffisamment d'éléments de preuve pour une mise en accusation. À cela s'ajoute que le procureur des TPI n'a aucune obligation d'enquêter à décharge. Le statut de la CPI a retenu une solution différente en posant tout d'abord expressément l'obligation pour le procureur d'enquêter à charge et à décharge 43, et en prévoyant ensuite qu'une chambre de la CPI soit garante des droits de la défense au stade de l'enquête. Le procureur doit ainsi avertir cette chambre de certains des actes d'enquête qu'il doit accomplir pour que celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour la garantie des droits de la défense. Ces mesures sont assez variées et peuvent par exemple consister à demander à ce qu'il soit dressé un procès-verbal de la procédure, ou à autoriser l'avocat de la personne concernée à participer à l'acte de la procédure, ou encore à adresser des recommandations pour le déroulement des actes à réaliser 44. Enfin, le statut de la CPI prévoit que si une personne a comparu ou est arrêtée au stade de l'enquête, elle doit être informée de la requête du procureur. Elle peut également demander la communication des ordonnances nécessaires à la préservation des preuves ou à l'obtention du concours des autorités étatiques en vue de la préparation de sa défense 45. Les juges de la CPI sont ainsi attentifs au respect des droits de la défense, notamment lors de l'examen de la détention préventive. Si cette détention est en effet parfois présentée comme étant de droit devant les juridictions pénales internationales, elle n'en doit pas moins ne pas être arbitraire mais bien au contraire fondée sur des éléments probants, et est ainsi contrôlée régulièrement dans ses conditions et sa durée. Ce contrôle soulève cependant des difficultés propres aux juridictions pénales internationales comme le révèle l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo, portée devant la CPI 46. La chambre préliminaire, saisie pour confirmation des charges, n'avait pu, faute de preuve d'intention, confirmer les charges de coaction pesant sur Bemba Gombo et n'avait pu confirmer les charges à son encontre qu'en tant que chef militaire. Le maintien en détention de Bemba Gombo n'était de plus pas apparu nécessaire pour le bon déroulement de la procédure selon les juges de la chambre préliminaire qui ont ainsi décidé, en date du 14 août 2009, sa remise en liberté sous certaines conditions posées pour empêcher sa fuite 47. La CPI a alors sollicité plusieurs États susceptibles non seulement d'accueillir Bemba Gombo sur leur territoire, mais aussi de mettre en place des mesures de surveillance. Or, tous les États sollicités 48 ont émis des objections de principe à l'idée de recevoir Bemba Gombo. Le procureur ayant fait appel de cette décision de remise en liberté, sa libération a de toute façon été suspendue puis annulée par décision de la Chambre d'appel du 2 décembre 2009, mais ces difficultés d'exécution montrent bien combien les droits de la personne mise en cause peuvent être limités,
non du fait de la nature internationale du procès mais bien plutôt en raison de la nature internationale des juridictions et de la nécessité pour la CPI de pouvoir compter sur la coopération des États. B. La victime. Si une protection de la victime est organisée tant devant les TPI que devant la CPI 49, les droits qui lui sont reconnus dans le procès sont très différents selon la nature de la juridiction pénale internationale. Sans doute devrait-on d'ailleurs parler ici des victimes et non de la victime, puisque les crimes relevant de la compétence des juridictions internationales sont généralement des infractions de masse. Le grand nombre de victimes pose évidemment problème, surtout dans une procédure reposant principalement sur le témoignage, et explique qu'elles aient été exclues du procès en tant que telles dans les TPI. Cette exclusion est d'ailleurs également conforme à une conception purement accusatoire de la procédure 5 ans. Le sort qui leur est réservé devant la CPI est plus favorable, mais il convient de distinguer selon les prérogatives qui peuvent traditionnellement être accordées aux victimes dans une procédure répressive, et qui sont le droit de déclencher le procès d'une part et le droit de participer à la procédure d'autre part. En ce qui concerne en premier lieu le déclenchement du procès, les victimes ne peuvent pas engager les poursuites dans l'ordre international, ni même agir par voie d'intervention. Toutefois, le statut de la CPI prévoit dans son article 53 que le procureur doit prendre en compte l'intérêt des victimes parmi d'autres critères pour décider de l'ouverture d'une enquête ou du déclenchement des poursuites. La volonté des victimes de voir poursuivre l'auteur des faits qu'ils ont subis peut donc jouer un rôle, indirect mais important, dans le déclenchement d'une enquête ou des poursuites. Il ne s'agit toutefois pas évidemment de la reconnaissance d'un droit d'action de la victime. De même, le statut de la CPI prévoit que dans le cadre de la procédure de saisine de la Cour à l'initiative du procureur, ce dernier doit aviser ses informateurs de l'insuffisance de renseignements transmis pour l'ouverture d'une enquête 51. Or, les victimes font évidemment partie de ces informateurs et reçoivent ainsi du statut de la CPI un droit à l'information dont le contenu est précisé à la règle 49 du règlement de procédure et de preuve de la CPI. Ce droit à l'information est évidemment capital puisqu'il peut permettre aux victimes de savoir qu'elles peuvent, et doivent si elles veulent obtenir des poursuites, apporter des éléments d'information supplémentaires, mais il ne s'analyse évidemment pas en un droit de contester la décision du procureur de ne pas ouvrir l'enquête. Si le procureur considère en revanche qu'une enquête doit être ouverte, il doit obtenir l'autorisation de la chambre préliminaire pour le faire. Dans cette hypothèse, le statut de la CPI prévoit alors que les victimes ont le droit d'adresser des représentations à la chambre préliminaire 52, ce qui semble bien aller vers une reconnaissance de leur droit à une participation à cette procédure. En ce qui concerne en second lieu le droit des parties de participer à la procédure, la CPI présente ici encore des particularités notables puisque les victimes sont admises et reconnues dans la procédure alors que devant les TPI, elles ne sont que des témoins. Si les victimes n'ont pas de droit de participation devant les TPI, l'article 68.3 du statut de la CPI innove en prévoyant en effet que lorsque les intérêts des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriée et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes, lorsque la Cour l'estime appropriée conformément au règlement de procédure et de preuve. La portée de ce texte n'est toutefois que relative, dans la mesure où il laisse à la Cour une part importante d'appréciation pour déterminer la place effective concédée à la victime dans la procédure. La jurisprudence de la CPI a ainsi eu à préciser comment et dans quelle mesure les victimes peuvent exposer leurs vues et préoccupations, aux différents stades de la procédure. Il convient donc de distinguer la situation et les droits des victimes selon les différents stades de la procédure, puisque la jurisprudence de la CPI semble bien distinguer les droits des victimes aux droits de l'enquête sur une situation, de ceux qui lui sont reconnus au stade de l'affaire qui commence quand un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître est émis. À la suite d'un différend entre procureur et chambre préliminaire sur la possibilité de reconnaître des droits aux victimes dès le stade de l'enquête 53, la chambre d'appel a en effet tranché en considérant que les victimes n'ont de droits que dans la procédure, c'est-à-dire à partir du stade de l'affaire 54.
Plusieurs décisions ont par ailleurs précisé les modes de participation des victimes au stade de l'affaire 55, précisant ainsi qu'elles ont alors le droit d'accéder aux audiences comme aux documents publics mais aussi de recevoir notification des procédures publiques, qu'elles ont la possibilité de présenter des déclarations, voire des preuves selon des modalités assez précisément encadrées 56, qui peuvent se manifester par le droit de témoigner 57, ou encore par la possibilité des apostrophes. Interroger les témoins dans le but d'assister la Chambre dans sa détermination de la vérité 58. Les limitations apportées par la jurisprudence de la CPI ou ses hésitations pour reconnaître un droit développé de participation dans la procédure tiennent d'ailleurs sans doute au grand nombre de victimes dont l'intervention pourrait ainsi retarder considérablement le déroulement de la procédure, et qui peut également expliquer que la Cour ait imposé aux victimes une représentation légale commune 59. La procédure suivie devant les juridictions pénales internationales présente donc certaines spécificités tenant parfois à la dimension des infractions poursuivies, notamment en ce qui concerne la place procédurale consentie aux victimes, ou encore à la nature internationale de la juridiction et à son obligation de coopérer avec des autorités étatiques pour fonctionner. Comme toutes les juridictions répressives, les juridictions pénales internationales ont ainsi à résoudre la difficile équation de la recherche de l'équilibre entre les droits des parties au procès et l'efficacité de la procédure. Il est alors satisfaisant pour le pénaliste de constater que le souci de lutter contre l'impunité n'a pas conduit à sacrifier les droits de la défense, notamment devant la CPI, mais il ne reste plus qu'à souhaiter une plus grande et plus aisée coopération des États pour lui garantir l'efficacité de mesures qu'elle ne peut imposer. Procédure pénale d'exception et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Sébastien Pellé. Professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Introduction. 1. Une rencontre, un doute. La rencontre entre les procédures pénales d'exception et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme apparaît à bien des égards comme improbable. En effet, il est permis de douter que les procédures pénales d'exception soient compatibles avec les droits de l'homme, ou plus exactement que la logique de ces procédures puisse être reçue par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Assez rapidement, le premier enseignement de l'analyse des arrêts de la Cour est l'absence de référence directe à l'idée de procédure pénale d'exception, pour motiver telle ou telle solution quant au respect ou à la violation des articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Fondamentalement, la logique d'exception est-elle compatible avec l'aspiration à l'universalisme des droits de l'homme ? Au-delà de l'intérêt en procédure pénale, c'est plus largement sur la confrontation des logiques du droit interne et du droit européen des droits de l'homme que le sujet invite à s'interroger. 2. Droit interne et identification des procédures pénales d'exception. Il semble que la réflexion doive partir du droit interne car s'il faut identifier des procédures pénales d'exception, c'est bien dans les législations nationales qu'il convient de les rechercher. En droit interne, inévitablement, les procédures pénales d'exception renvoient à la distinction entre le droit commun et le droit spécial. L'exception s'oppose au principe et si l'on se réfère au vocabulaire juridique H capitant, l'exception y est définie comme un cas soumis à un régime particulier par l'effet d'une disposition spéciale dérogeant à la règle générale, 60. On retiendra de cette définition la double idée de spécialité et de dérogation. En droit français 61, dans un premier réflexe, on pense immédiatement à la distinction entre ce qu'il est convenu d'appeler la procédure pénale ordinaire et la criminalité organisée, et ce notamment depuis la loi numéro 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 62. Il convient alors de se référer aux articles 706 à 73 et 706 à 74 du Code de procédure pénale. Le champ d'application de cette criminalité organisée est relativement large puisqu'à côté des infractions de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de proxénétisme, on trouve une série d'infractions commises en bande organisée comme l'enlèvement, la séquestration, le vol ou encore l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers sur le territoire national 63. Mais assurément, la criminalité organisée n'absorbe pas toutes les procédures pénales d'exception. En effet,
Cette criminalité organisée n'est que l'un des 27 titres du livre 4 du Code de procédure pénale intitulé « De quelques procédures particulières ». Il est sans doute raisonnable de penser que les procédures particulières sont des procédures d'exception. La liste s'allonge alors considérablement avec une certaine hétérogénéité puisque l'on trouve dans ce livre, par exemple, le mandat d'arrêt européen, l'extradition, les crimes et délits en matière militaire ou encore les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation. Là encore, il n'est pas certain que toutes les procédures pénales d'exception soient répertoriées. Ainsi, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.